Sinématiali et Boundiali accueillent aujourd'hui le chef de l'État à la 5e étape de sa visite dans le district des Savanes. Dire non aux raquettes, c'est participer à la survie de l'économie ivoirienne asphyxiée par ce fléau qui mine le secteur du transport ivoirien. Et puis présidentiel au Zimbabwe, Robert Mugabe lance sa campagne et menace de retirer son pays de la SADC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Le président Alassane Ouattara vient d'arriver à Sinématiali où il anime un meeting. La population est mobilisée pour un accueil chaleureux au chef de l'État. Alassane Ouattara se rendra ensuite à Boundiali, à quelques kilomètres de Korogo. Le message central du chef de l'État tourne autour de la paix, de la réconciliation et du développement. Le racket nuit fortement à l'économie ivoirienne. Pourtant, bien que des sensibilisations soient menées par l'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket, le phénomène a du mal à disparaître. Mais ces deux organes ne baissent pas pour autant les bras. Ils ont rencontré les acteurs du secteur pour en parler. Le reportage de Hamza Diaby. Les barrages routiers, lieu de prédilection du racket. En une année, les forces de l'ordre de Côte d'Ivoire extorquent entre 95 et 150 milliards de francs CFA. Une véritable manne financière contenue dans le rapport de la Banque mondiale. Pour pallier ce désordre, tenue d'une réunion tripartite, les acteurs du transport en Côte d'Ivoire, l'unité de lutte contre le racket et l'Observatoire de la fluidité des transports se concertent pour une fluidité routière sans tracasserie. Lors du contrôle routier, l'agent se déporte vers le véhicule, salue poliment, se présente et demande les pièces afférentes à la mise en conduite du véhicule. Vérifie l'état du véhicule, vérifie les pièces afférentes, rien à reprocher, salue le conducteur, on le remet dans la circulation et il continue son chemin. Après ces phases, je dirais, de civilité, de civilisation, nous passons à une phase de répression. L'impunité n'existe plus en matière de racket, en matière de tracasserie. Des mesures qui font déjà le bonheur des transporteurs. Cependant, des appréhensions existent. Nous souhaitons que les thèmes de référence qui seront prises donc pour aller en campagne soient des thèmes qui favorisent vraiment l'éradication définitive du racket. Si l'unité de lutte contre le racket veut forcément que les chauffeurs qui descendent pour aller vers les forces de l'ordre soient sanctionnés, c'est en parfaite méconnaissance du fait que nous sommes en face des hommes armés qui peuvent passer nos conducteurs à tabac. La répression, le dernier recours donc décidé par l'ensemble des partenaires concernés par la question. Selon eux, seul le changement de comportement par le respect de la réglementation est la solution pour un transport routier assaini. Et puis hier, le chef de l'État, Alassane Ouattara, était dans sa ville natale, Kong. Le président Ouattara a animé un meeting au stade municipal de la ville historique. Il a ensuite pris part à la grande prière de vendredi à la mosquée principale. Grâce Kando pour en parler. Le retour du fils prodigue. Alors, à Kong, la population n'a pas lésiné sur les moyens pour accueillir ce fils qui est maintenant président de la République de Côte d'Ivoire. Tout un programme mis en place pour réserver un accueil des plus chaleureux au couple présidentiel. Jamais la ville de Kong n'avait connu pareille liesse populaire. Tout un symbole avec la sortie des tambours qui autrefois annonçaient l'arrivée de l'empereur Sékou Ouattara. Ce vendredi, les tambourinements étaient pour le fils devenu président de la République. Les bénédictions étaient aussi de la partie, surtout pour que le président Ouattara mène à bien sa mission, celle d'une Côte d'Ivoire réconciliée et émergente. Et comme partout où il est passé dans le district des Savanes, les doléances aussi étaient au rendez-vous. Mais dans sa ville natale, la population a préféré remercier son fils pour avoir érigé Kong en chef-lieu de département avec la création d'infrastructures socio-économiques. Après les remerciements, le président de la République a fait don de matériel roulant au corps préfectoral de la région du Tchologo et enfin exprimé son vœu cher, la paix et l'unité entre les fils de Côte d'Ivoire. Kong a souffert, je sais, et dire que, bien évidemment, c'est le lieu de demander à chacun de vous, malgré les souffrances qui ont été les vôtres, de pardonner. Chère population de Kong et des environs, je viens vous dire que notre pays a besoin de paix.
Le pardon contribue à la paix, la justice contribue à la paix. C'est important que nous soyons réconciliés et que nous puissions nous donner la main à chacun, la main dans la main, pour que le pays puisse aller de l'avant. Visite familiale à Kong, une visite de bon augure puisque coïncide avec le jour saint des musulmans. Ce vendredi, le président Ouattara s'est donc rendu à la mosquée de Kong pour implorer la miséricorde d'Allah. Prochaine étape de la visite d'État, Cinéma Tiali et Bundiali. Un festival de tambour s'est tenu à Abadjan dans la commune de Songan. L'idée est de célébrer le tambour à travers l'art dans le monde entier. Plusieurs batteurs ont rivalisé d'habileté, une initiative de l'ONG Académie Zoukou d'Afrique. Franck Wadio revient de Songan. À Badjendoumi, village lagunaire, c'est jour de célébration du tambour. La Tembré, le grand tambour, ronronne et les danseuses de la Lénia célèbrent la puberté. Le Tapognant, quant à lui, suggère la danse guerrière. Tous battent la mesure sur cette place aménagée pour la circonstance. Lui-même il s'appelle Brokobo. Brokobo, quand on tape, il faut l'appeler, il répond. Un discours ésotérique, un discours que seuls comprennent les initiés, de plus en plus rare, selon Nguessan Ngro, le dépositaire du tambour dans la localité. Dans un village, il y a d'autres qui ont 4, il y a 5, il y a 6, mais chez nous, si vous savez taper, c'est la génération qui crée leur tam-tam. Il n'y en a plus, c'est le seul qui reste. Il n'y a personne qui peut apprendre. Ceux qui savent jouer, ils sont tous morts. Réconcilier les jeunes et au-delà l'Africain avec sa culture, c'est l'objectif de l'Académie Zoukou d'Afrique, initiatrice de cette fête du tambour. Ça fait 3 ans que l'événement se déroule et la Côte d'Ivoire entre pour la première fois dans cette fête internationale du tambour. C'est tout un intérêt pour nous parce que ne disons pas que le tambour à l'essence vient de l'Afrique. Et donc, sur ce, une fête du tambour ne peut pas se dérouler sans que nous, Africains, prenions part. Mais pour ancrer les idées, il faut laisser des traces. Un complexe artistique sera alors bâti sur ce site de 2400 mètres carrés, non loin du village de Dabadjendoumé, par l'Académie Zoukou d'Afrique. À l'étranger, au Burkina Faso, des jeunes manifestent à Bobo-Dioulasso. Ils crient leur ras-le-bol aux autorités après plusieurs accidents. La manifestation des jeunes de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso a commencé hier, juste après un accident mortel de la route. Les manifestants ont bloqué l'avenue de l'Union européenne toute la journée. Des émeutes ont éclaté. Pour les jeunes, pas question de calmer le jeu tant que les autorités ne prendront pas de décision. On veut les lampadaires sur la voie et on veut qu'ils n'ont qu'à fermer les caniveaux. Il y a eu un accident ici, à chaque semaine, 6 morts. À chaque 3 jours, 2 morts. Chaque semaine, 6 morts. Après quelques heures, les autorités arrivent. C'est vrai que c'est sous le choc que vous êtes spontanément sorti pour manifester votre mécontentement. C'est normal, c'est humain. Il faut que ce soit dans la concertation qu'on puisse chercher des solutions. Finalement, ce matin, la police a repris le contrôle des lieux. Force est de constater néanmoins que les Burkinabés prennent davantage le chemin de la rue que celui de la discussion pour manifester leur opinion. Et puis au Mali, l'état d'urgence en vigueur depuis janvier a été levé aujourd'hui même à la veille du lancement de la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Au moins 30 morts entre pro et anti-Morsi qui sont descendus dans les rues. Les pro-Morsi réclament le rétablissement de l'ancien président égyptien. La tension monte en Égypte. Situation tendue en Égypte. Les frères musulmans descendent dans les rues, une réponse à la mise à l'écart de l'ancien président Mohamed Morsi. Jeudi soir déjà, des affrontements entre anti et pro-Morsi avaient éclaté au Caire. Plusieurs islamistes ont publiquement menacé l'armée égyptienne suite à l'éviction de Morsi. La fracture s'accentue donc entre les deux camps, malgré l'appel à la réconciliation nationale lancé par l'armée. Une journée de vendredi tendue et violente, au moins 3 morts et plusieurs blessés.
à l'issue de manifestations de rassemblement autour du bâtiment où est détenu l'ex-président Morsi. Un vendredi du refus pour contester ce qu'il qualifie de coup d'État, pour dénoncer aussi l'arrestation des chefs religieux du parti des frères musulmans. Le jour où cet homme, Sisi, arrive sur son char ou accroché à son avion avec sur son épaule une arme payée par le peuple, c'est une violation de la légalité. Et ça, le peuple ne l'acceptera pas, quoi qu'il advienne. Ce n'est pas un coup d'État, c'est un soulèvement populaire. C'est une deuxième révolution. C'est l'Égypte qui se défend contre les abus des droits fondamentaux, contre les abus de la démocratie. Pendant ce temps, Adli Mansour, le président par intérim de l'Égypte, dissout la chambre haute du Parlement dominée par les islamistes. Un nouveau responsable des services de renseignement nommé. De son côté, Mohamed Badi, le guide suprême des frères musulmans, demande le rétablissement de Morsi. Les réactions se multiplient face à ces événements. Les États-Unis, la Russie, l'Arabie saoudite entre autres. Ces pays demandent un retour rapide à la démocratie par l'organisation d'élections. Il y a 6 jours, des manifestants descendaient dans les rues du Caire pour demander le départ de l'ex-président égyptien. Mohamed Morsi, qui a fini par être déposé par l'armée il y a 2 jours. Depuis, des affrontements entre pro- et anti-Morsi font craindre une guerre civile en Égypte. Ce soir encore, la place Tahrir est noire de monde, des manifestants anti-Morsi. À l'opposé, autour du bâtiment où est détenu l'ex-président égyptien, des milliers d'islamistes qui réclament le rétablissement de Mohamed Morsi. L'Égypte face à son destin. Pour la communauté de développement d'Afrique australe, rien n'est prêt pour des élections crédibles et transparentes prévues le 31 juillet prochain au Zimbabwe. La réaction de Robert Mugabe ne s'est pas fait attendre. Le président zimbabwéen menace de retirer son pays de la SADC. Les élections présidentielles, législatives et municipales au Zimbabwe se tiendront bien le 31 juillet. La Cour constitutionnelle a tranché jeudi en faveur du président Robert Mugabe, 82 ans, dont 33 ans à la tête du pays. Son rival historique, Morgan Tsvangirai, réclamait un report de 2 semaines pour le bon déroulement des élections. C'est une nouvelle victoire pour Robert Mugabe qui, grâce à la nouvelle constitution, peut espérer rester à la tête du pays pour les 10 prochaines années. Et puis affaire Snowden, la gauche sud-américaine fait bloc autour de Morales après des rumeurs sur la présence d'Edward Snowden avec le président de la Bolivie. Plusieurs chefs d'État de la gauche sud-américaine dénoncent l'escale forcée en Autriche du président bolivien Evo Morales après la fermeture des espaces aériens de plusieurs pays européens. Evo Morales ne décolère pas. Son escale forcée à Vienne a du mal à passer. 13 longues heures jusqu'à ce que les Européens soient convaincus que l'ex-consultant de l'Agence nationale de sécurité américaine Snowden n'était pas à bord de son avion. Depuis son retour en Bolivie, le président n'a de cesse de fustiger l'impérialisme américain et l'asservissement des Européens dans cette affaire. Les alliés traditionnels de la Bolivie, profitant du sommet de l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, ont exprimé eux aussi leur indignation. Pourquoi avoir si peur d'un jeune homme de 29 ans? Un homme de 29 ans peut-il être la cause de cette crise internationale? Apparemment oui. Quel secret si grand ce jeune homme détient-il sur l'élite impérialiste des États-Unis? Un affront injustifiable pour Evo Morales, mais aussi pour toute l'Amérique latine que l'UNASUR veut laver. Les pays européens qui ont fermé temporairement leur espace aérien au président bolivien sont sommés de s'excuser publiquement et de fournir des explications. Nous demandons au gouvernement de la France, du Portugal, de l'Italie et de l'Espagne d'expliquer leur décision d'empêcher le président de Bolivie de survoler leur espace aérien. Evo Morales envisage même de fermer si nécessaire l'ambassade des États-Unis à La Paz. Ces tensions diplomatiques compliquent la situation d'Edward Snowden, recherché par Washington depuis ses révélations sur la surveillance électronique des citoyens américains, mais aussi de l'Union européenne. Toujours coincé à l'aéroport de Moscou, l'informaticien a déposé des demandes d'asile dans 21 pays. Il a déjà essuyé au moins 12 refus. Personne ne souhaite se mettre à dos pour de bon les États-Unis.
Et pourtant, le Venezuela et le Nicaragua se disent prêts à accorder l'asile à Edward Snowden, l'ancien consultant de la NSC. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.